Bonjour et bienvenue sur Gaz Mobilité. Nous sommes sur le stand, un stand commun AFG, AFG Gaz, GRDF, GRT Gaz, AFG NV au Mondial de l'Automobile de Paris. Je suis avec Vincent Rousseau qui est en charge de la mobilité durable au sein de GRT Gaz. Alors Vincent, pourquoi avoir choisi de faire ce stand en plein cœur du Mondial? Eh bien, pour faire connaître le GNV, enfin, le gaz pour la mobilité, qui a un gros déficit de connaissances, par manque de communication sans doute. Alors c'est un stand commun effectivement AFGNV, AFG, GRT Gaz, GRDF, qui est aux couleurs de la filière très clairement. Et là on est donc dans le temple du véhicule léger, donc on a un message qui est relativement qu'on est en amont, c'est-à-dire que l'actualité du GNV en France, c'est quand même avant tout un carburant professionnel pour les poids lourds notamment, avec une bonne dynamique quand même qu'on observe depuis 2 ans, 3 ans. Et en France, pas tellement encore sur le véhicule léger et même pas encore tellement sur le véhicule utilitaire léger. Donc on prépare le terrain, on vante les atouts du gaz et du biogaz pour les véhicules légers et utilitaires légers. SEAT a fait des annonces pour la filière GNV au Mondial de l'Automobile. C'est une bonne nouvelle? Pour nous, c'est une très bonne nouvelle parce que la crédibilité d'un carburant, c'est avant tout quand même la volonté que les constructeurs affichent par rapport à une certaine énergie. Donc on parle beaucoup d'électrique. Le moteur thermique, d'une façon générale, a plutôt, je ne vais pas dire mauvaise presse, mais quelque part on la classe assez rapidement dans les énergies, en tout cas les technologies du passé. Alors qu'en fait, en y regardant de très près, le moteur thermique, et surtout avec une énergie renouvelable, c'est une technologie qui peut avoir une empreinte carbone aussi bonne qu'une motorisation électrique, voire même hydrogène, si on se donne la peine de prendre en compte le bon périmètre d'analyse. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de quantifier les émissions de CO2 à l'échappement, donc on regarde une voiture et puis on regarde le CO2 qui s'en échappe. Donc non, à ce jeu-là, un électrique ou un hydrogène fait absolument aucune molécule de CO2. Inversement, un moteur thermique alimenté en 100% carburant renouvelable comme du biométhane par exemple, a exactement le même taux d'émission que son équivalent fossile. Donc ce qui est un peu une injustice. Et donc nous on invite, et c'est aussi un de nos grands messages ici sur le mondial, à changer le périmètre d'analyse, à regarder ce qui se passe avant la voiture, voire à regarder comment est construite la voiture. Et quand on prend tout ce périmètre complet, ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie complète, ou en anglais on parle de cradle to grave, du berceau à la tombe, on voit apparaître des bilans carbone qui sont beaucoup plus nuancés que ce qu'on entend dans les médias, etc. Un véhicule léger alimenté en 100% biométhane, on est à 30-40 grammes de CO2 par kilomètre. C'est à peu près le même ordre de grandeur que ce qu'on obtient avec un véhicule électrique, y compris avec un mix électrique décarboné comme on l'a en France. On pourra tout réconcilier, en tout cas sur le véhicule léger, avec l'hybride rechargeable. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une prise de conscience qu'on ne pourra pas tout électrifier aussi vite et aussi fort que ce qu'on pourrait penser. L'électrique c'est très bien en centre-ville, dans des logiques d'hypercentre, avec des besoins d'autonomie de 150 km/200, ça marche très bien. Et là je pense qu'il n'y aura pas de concurrence possible, donc la batterie ça marchera bien. Après il y a la problématique de la longue distance, et là quelle réponse on apporte aux clients qui veulent quand même des véhicules qui fassent d'une traite 500, 700, 1000 km. On pourrait par exemple imaginer des hybrides, ce qu'on appelle hybrides série, c'est-à-dire des véhicules électriques qui possèdent une batterie de 50-60 km d'autonomie. Quand vous êtes en centre-ville ou en zone urbaine en tout cas, vous êtes entièrement en électrique, donc vous la rechargez, et dès que vous avez une longue distance à parcourir, eh bien vous avez un moteur thermique qui vous fabrique l'électricité à bord de la voiture au cas où vous ne rencontreriez pas de borne de recharge accélérée. En tout cas sur le segment des VL et des VUL, le gaz peut en tout cas être compatible avec l'électrique, avec l'hybride. Il y a des perspectives en termes de déploiement de véhicules légers, véhicules utilitaires légers en gaz en France? La filière a fait des estimations? Alors pour le léger non, parce que pour le léger, jusqu'à un passé très récent, et puis c'est encore un peu le cas, il n'y a pas encore, les signaux ne sont pas encore suffisamment forts en tout cas pour imaginer des perspectives à l'échelle, en tout cas à l'échelle française. Il y a des perspectives, des perspectives qui sont faites au niveau européen, au niveau mondial. Volkswagen qui par exemple dit qu'on pourrait avoir 10% de part de marché en véhicules gaz à l'horizon 2025-2030.
En France, je ne me risquerai pas sur ces chiffres-là. Sur l'utilitaire, on a proposé, dans le cadre des assises de la mobilité, un exercice prospectif qu'on a fait avec la filière, avec l'association française du GNV. Voilà, humblement d'avoir un parc de l'ordre de 250 000 utilitaires légers à 2030. Et donc c'est sur un parc de 6 millions, ça reste encore relativement modeste, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire à 2030 avoir une part de marché de à peu près 10%. En 2030, un utilitaire léger sur 10 vendu au gaz, avec une courbe qui monte progressivement, ça veut dire un parc de 250 000 véhicules. Ça veut dire aussi une offre conséquente. Là, Seat, c'est du véhicule léger. Fiat a une offre GNV sur l'utilitaire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait davantage d'acteurs? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les Français s'y mettent aussi? Si. J'espère qu'un jour ils y viendront, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas d'offre française sur l'utilitaire, ce qui est un peu dommage parce que les constructeurs français ils pèsent à eux seuls pas loin de 60% de la part de marché de l'utilitaire léger. Donc il paraît difficilement envisageable d'imaginer en tout cas un développement du gaz sur ce segment-là sans eux. Donc oui, de toute façon c'est une des conditions qu'on a mis dans l'exercice qu'on a proposé aux assises de la mobilité. C'est qu'une des conditions nécessaires et pas suffisantes en tout cas pour développer le gaz sur l'utilitaire léger, c'est qu'il y ait au moins un constructeur français qui propose une offre.